Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Office des Nations Unies chargé des affaires humanitaires, OCHA, indique que plus de 650 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence après le séisme du 14 août dernier. Arrivé à Port-au-Prince cette semaine, tanker transportant 250 000 barils de diesel à son bord, précise le patron du BMPAD. Cette nouvelle cargaison vient donc compléter le stock de produits pétroliers en vente sur le marché. Le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, déplore les difficultés logistiques et sécuritaires qui empêchent l'aide de parvenir dans certaines zones. Toutefois, il estime que les activités d'évaluation menées ces derniers jours vont permettre de mieux gérer l'assistance humanitaire. Le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide et développement BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, a fait savoir à notre rédaction que le navire Nord Gainer est arrivé au pays ce vendredi matin. Le bateau transporte 250 000 barils de diesel. Le mardi 24 août dernier, M. Saint-Fleur avait annoncé qu'une cargaison de gasoline et de kérosène était arrivée au pays. Cette nouvelle cargaison vient donc compléter le stock de produits pétroliers en vente sur le marché. Dans son premier rapport sur la crise humanitaire résultant du séisme du 14 août dernier, l'Office des Nations Unies chargé des affaires humanitaires, OCHA, indique que plus de 650 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Les agences de l'ONU et les partenaires humanitaires ont besoin de toute urgence de ressources humaines et financières supplémentaires pour répondre à cette dernière crise, car les organisations sont déjà surchargées en raison des multiples crises simultanées dans le pays, précise le rapport de l'OCHA. Plus de 825 000 personnes dans les départements du sud, de la Grande-Anse et des Nippes sont touchées par l'impact du tremblement de terre. L'OCHA alerte également sur les défis de la réponse humanitaire. Les tensions sur le terrain augmentent à mesure que l'aide arrive petit à petit dans les communautés les plus durement touchées, tandis que le gouvernement cherche à augmenter la fréquence des convois humanitaires et à renforcer les mesures de sécurité. Malgré la négociation d'un corridor humanitaire, les contraintes d'accès et l'insécurité restent un défi majeur pour les partenaires humanitaires de tous les secteurs, précise le rapport de l'OCHA. L'expert en question de circulation, Gary Jean-Baptiste, fait un ensemble de recommandations aux responsables afin de régulariser la circulation en Haïti. Selon lui, l'État doit prendre des dispositions afin de contrôler la vente des motocyclettes taxis à travers tout le pays. Sécurité routière là, lui-même, il a une importance capitale. Sauf parler ou pas qu'à faire sécurité sans sécurité routière. Insécurité routière en Haïti, le fait que nous ne pouvons pas faire sécurité routière, il y a un gros apport à l'insécurité en général. Bon, garantie, si nous avons fait sécurité routière, nous avons tout contrôle sur l'ensemble de parcs véhicules qui circulent en Haïti. Chaque fois on plaque utilisée, chaque fois on véhicule utilisé ou identifié, il faut savoir qui est ce monde. Pour qui monde véhicule ça, qui est-ce qui est entré en Haïti, côté le dépassé, côté le dédouané ou bien dans qui maison. Dans 20 propositions, ça n'a pas quelques. Si nous prenons numéro 1, qui c'est monter une commission d'experts en sécurité routière. Lorsque, par exemple, moins t'as fait permis, ou bien l'autre employé, lui fait un permis illégal pour monde, sans le pas connaître. Lui mettait 11 armes. Pour moi-même, je considère un permis pour le conduire sans le pas connaître. Quel principe, aucun norme, c'est même un monde qui a un arme illégale là-même, qui va même comprendre comment vous l'utilisez, le café n'importe de dégâts. L'important pour que nous
pas faire, nous décentraliser. Sécurité routière, nous ne sommes pas capables de gagner seulement et Port-au-Prince, côté nous gagnons, c'est là lui-même qui a fait permis. Si on recyclage qui a fait pour 2-3 personnes, c'est là le fait. Et il est important pour que chaque département gagne un espace de formation. Parce que, comme on imagine, c'est là que nous voyons un bon monde qui entre là-dedans. Ils sautent dans tel département avec un lot, dossier, ils viennent faire permis. Quelquefois, ils viennent avec une quantité de monde, ils viennent faire permis pour eux. Mais l'État pas connaît qui est suivi, pas connaît si ouais, pas connaît si autant de seulement ça veut dire que c'est là parce que le service là faut qu'il accessible pour porter le bail citoyen côté lié. Nous pensons que pas gain trop présence, pas gain trop sanction. Il est important pour gagner plus de monde parce que nous par exemple nous prenons modèle français parce que c'est de là nous faisons des recherches, documents nous observons, nous regardons, nous voyons que qui quantité de monde ils mettent dans la sécurité routière. Il est important pour que nous ayons plus de monde et parce que pour plus de monde avec moyens parce que je dis là directeur nous pas parler dans non directeur circulation mais un directeur de circulation, il n'a pas assez personnel et moyens pour le faire travail de sécurité routière sur tout le pays, même s'il a. Le dollar est-il en train de perdre son hégémonie universelle? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre très rapidement avec mon invité sur le plateau de Métro News. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Bon, alors, il y a beaucoup de petites notes qui arrivent, de petits articles qui arrivent, qui parlent d'un dollar qui est menacé, qu'on essaye de, pas complètement éliminer, ce serait difficile, mais au moins de lui retirer son statut de monnaie de référence qui régit toutes les autres monnaies du monde. Est-ce qu'il y a un certain fondement dans ces articles? Bon, il y a certains fondements en ce sens que le dollar qui a rempli un rôle de valeur refuge depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis se sont imposés au reste du monde à cause de leur puissance militaire, d'une part. La deuxième chose, ils sont sortis quand même vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ils ont imposé le dollar et leur technologie, leur industrie avait été préservée après la guerre, puis ils sont venus les vendeurs, ils ont vendu à tout le monde après la Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment, si tu veux, la manufacture du monde. Oui, et à travers le plan Marshall, ils ont permis à l'Europe d'acheter à crédit voilà. Ils ont donné du crédit à tout le monde. Et voilà. Maintenant, ça c'est au niveau de l'installation de l'hégémonie du dollar, les raisons, comment ceci s'est arrivé. Le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de corriboru après, parce que quand même les nations qui se sont vues imposer la puissance américaine à travers d'une part la puissance militaire plus la monnaie américaine, commençaient déjà à se bousculer et certaines nations commençaient déjà à revendiquer la mainmise américaine et tout ce qu'on veut. Et De Gaulle, qui est un exemple flagrant, par exemple, de la France, s'est battu pour récupérer les réserves d'or que la France avait aux États-Unis. Donc, depuis ces temps-là, il y a toujours ce corriboru où les gens veulent se débarrasser de l'influence américaine ou diminuer l'influence américaine et de l'influence du dollar sur leur économie. Faisons une toute petite parenthèse. Vous venez de parler de l'or que la France de son or que la France est allée récupérer aux États-Unis. Si j'ai bien compris, la plupart des grandes puissances, au début de la guerre, ont voulu protéger leur or en allant le déposer à Fort Knox aux États-Unis. C'était une manière de protection. Oui, contre toute conquête de pays ennemis. Donc les États-Unis étaient perçus comme une nation amie, donc les gens se sentaient en sécurité, en toute sécurité de placer leur or. Mais il se trouve, après la guerre, l'Amérique
à résister aux requêtes de rembourser. Donc de rembourser les réserves. Donc l'Allemagne avait 3000 tonnes d'or aux États-Unis. Ce n'est que récemment qu'ils ont récupéré 2000. La France a pu négocier le remboursement le retour de leur or, qui est de l'ordre de 2875 tonnes. Donc mais les autres, pas encore. Non. Wow. Donc Fort Knox est rempli d'or qui n'appartient pas aux Américains. Bon, maintenant, ils disent que l'or est à Fort Knox. Donc, on dit que l'or est à Fort Knox. Bon, on ne sait pas. Donc, maintenant, l'hégémonie américaine, une fois installée, donc il y a eu ces luttes pour vraiment diminuer l'influence américaine. Et aujourd'hui, les attaques qui se font pour diminuer l'influence américaine, ce sont les attaques contre le dollar, ou l'hégémonie du dollar. Donc, si vous voulez, la dominance du dollar était telle que, par exemple, les denrées sont libellées en dollars. Donc, quand nous disons denrées, nous parlons de l'or, bien sûr, nous parlons du pétrole, qui représente des denrées stratégiques pour l'économie mondiale, parce que sans le pétrole, pour l'instant. Donc, nous avons ça. Et c'est vraiment la lutte pour diminuer l'hégémonie du dollar. En fait, a vu le jour, d'une part, avec les pétrodollars, parce que lorsque les pétrodollars ont été accumulés, les Arabes ont voulu transformer leur dollar en or. Donc, ils avaient, de même que pour les Européens qui vendaient aux États-Unis, qui avaient accumulé beaucoup d'or, beaucoup de dollars, ils ont voulu convertir les dollars en or. Donc, il y a eu une ruée sur les réserves d'or américains. À ce moment-là, le président Nixon avait, en août 1971, découplé, décidé d'abandonner l'étalon or. Donc, et depuis, l'or fluctue librement. C'est ça. Et de 71 à 84, si on suit le coût de l'or, l'or est passé de $35 l'once à $680. De 35 à 680. En 10 ans. En 13 ans, oui, absolument. Wow. Et aujourd'hui, le coût de l'or fluctue entre 1800 à $1 Donc, c'est très important de mettre ça en évidence. Heureux ceux qui auront hérité d'un lingot d'or de leur grand-père. Bon, peut-être, oui, peut-être non, peut-être. Il faut aussi signaler, par exemple, nous avons les graphiques de l'or, si vous voyez. Donc, là, nous commençons en août, 23 août, et ça va jusqu'à 1800. Donc, c'est vraiment assez intéressant. OK, alors revenons à notre première question. Qui est-ce qui mène cette offensive contre le dollar principalement? Vous avez la Chine, parce que la Chine, quand même, aujourd'hui, veut libeller le pétrole que la Chine consomme et achète en yuan. C'est ça. Il y a la Russie qui veut libeller et vendre son pétrole, son gaz naturel en rouble. Il y a l'Iran qui accepte aujourd'hui l'euro au paiement pour son pétrole. Donc, il y avait la Libye. L'une des causes de la lutte du renversement de Kadhafi était effectivement la conversion de ses avoirs du dollar en euros et même convertir ses euros et ses dollars en or. Donc, ce sont les hommes qui sont à l'offensive de tout ça. Et maintenant, la Chine et la Russie, en plus de se battre contre les États-Unis, c'est une lutte, c'est une guerre non ouverte, mais nous sommes en guerre. Il y a aussi des luttes qui se mènent en vertu du commerce international. Parce que, en plus de vouloir renverser l'influence du dollar américain, la Chine devient aujourd'hui la manufacture du monde. Du monde, absolument. Le rôle que les Américains
avait rempli le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la Chine qui remplit ce rôle. C'est la Chine qui le remplit, absolument. Et dans tous les domaines. Et maintenant, une chose intéressante... Même les domaines de pointe. Absolument. Et maintenant, une chose intéressante qu'il faut préserver et se rappeler. Aux États-Unis, le déficit commercial américain est de 1 milliard de dollars. Et ça vous fait 1000 millions. Oui. 1000 millions. Hein? Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la population américaine n'est que 335 millions. Hein? Les 1000 milliards de déficit commercial, hein? Ça veut dire que les gens consomment 1000 milliards de produits qu'ils ne produisent pas. Hein? Okay. Donc, et cette production, c'est cette production qui fait rouler l'économie mondiale, parce que qui est un des éléments de l'économie mondiale, parce que ce déficit est comblé. En fait, les marchandises qui sont consommées viennent de la Chine, de l'Inde, d'Haïti, des autres pays. Donc maintenant, ce qui est important, ce que les gens ne disent pas souvent, et c'est très fin. Lorsque ces produits-là, ce sont des valeurs qui sont importées vers les États-Unis à des coûts manufacturés, fabriqués à des coûts réduits, ça aide à préserver un taux d'inflation très bas aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés de rembourser, en fait. Ouais. Non, c'est pourquoi ils encouragent c'est pourquoi ils encouragent une politique, par exemple, de libre-échange. Hein? Parce qu'à travers la politique de libre-échange, c'est eux qui dominent, parce qu'ils ont toutes les technologies, ils ont tout le capital, c'est eux qui ont les investisseurs étrangers qui viennent chez vous. Donc, plus ils vous imposent ces conditions, mieux que c'est eux. C'est bon, c'est mieux pour eux, parce que les produits qui quittent chez vous pour aller chez eux à bon marché contribuent à préserver chez eux un taux d'inflation très bas. Et avec un taux d'inflation très bas, hein, il y a la liquidité dans les marchés financiers, il y a les taux d'intérêt qui sont aussi très bas. Donc un pouvoir d'achat plus élevé. Donc c'est vraiment une stratégie qui se vend bien, parce qu'en fait, lorsque le gars vous dit que les investisseurs étrangers viendront chez vous investir, mais finalement, c'est dans l'intérêt de qui? Juste pour faire un truc, ça c'est la graphique du dollar index. Okay? La graphique du dollar index, ça c'est important pour quoi? Parce que là, ça vous montre les fluctuations du dollar index. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le dollar est en crise, que le dollar va bientôt chuter. C'est parce qu'ils regardent la graphique. Si vous voyez ici, il y a une consolidation qui se fait à ce niveau jusqu'à parvenir jusqu'ici. Le prix médian. Maintenant, il y a dans la théorie, dans l'analyse technique de la monnaie, cette formation est une formation qui indique qu'il y aura une dévaluation de la monnaie. Il y a beaucoup de gens qui présentent l'argumentaire que une dévaluation de la monnaie, du dollar est imminente. C'est en vertu de l'analyse graphique. Ce graphique. Si vous voyez par ici, de 75 à 2020. 15. OK? Donc, à partir de ici, il y a eu un breakout. C'est ici, ça s'appelle un breakout, où le dollar index a beaucoup chuté. Parce que là, ça vous donne, c'est passé de 120, 100 dollars, 105 dollars, 100 unités plutôt, qui représente l'index, à 130. Et l'index, c'est une relation entre un panier de monnaies qui est composé de l'euro, de British Pound, le franc suisse, yen japonais, le dollar canadien, les gars de l'Australie. Donc c'est vraiment... C'est ça. Beaucoup de gens se servent de ces graphiques pour projeter que le dollar, en vertu du mouvement du dollar index, que le dollar va bientôt chuter. Oui, mais enfin, une dévaluation ne veut pas dire nécessairement une perte d'hégémonie. Merci.
C'est exactement là où l'on veut arriver. Parce que c'est vraiment une interprétation caricaturale. Hein, parce que les États-Unis, c'est vraiment une puissance impériale. Donc, les puissances impériales, qu'est-ce qui les concerne? Premièrement, ils vont militariser la mer, parce qu'il faut protéger les voies maritimes pour le transport des marchandises et le transport militaire. Ils militarisent la technologie, hein, parce que c'est à travers la technologie que les armes sont créées. Ils protègent leurs frontières, hein, parce que leurs frontières dépendent de l'extension de leur influence territoriale, parce qu'ils peuvent avoir des frontières physiques, mais il y a les frontières maritimes, il y a les frontières aussi qu'ils établissent en vertu de leurs relations avec d'autres pays. Hein. Donc, il y a tout ceci qui rentre en jeu lorsqu'on parle d'une puissance militaire. Donc, pour penser que les États-Unis vont se laisser substituer et le dollar disparaître quand même. C'est une invitation à la guerre. Parce que les États-Unis feront tout pour préserver leur hégémonie. Et l'hégémonie américaine qui est basée sur la force militaire, c'est aussi cette même force qui supporte, qui fait que le dollar soit aussi important dans le commerce international. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la course aux armements que l'on constate aujourd'hui n'est pas prête de s'arrêter. Non, absolument pas. Hein, parce que la Chine en particulier est en train de développer ses forces navales de manière colossale. Mais il faut remarquer aussi que la Chine, en créant les îles artificielles autour de la mer de Chine... Et en voulant prendre complètement... c'est le contrôle de la voie maritime de cette zone que la Chine veut avoir. Bien entendu, bien sûr. Bon, eh bien, d'accord, merci de ce tour d'horizon, William. En d'autres termes, oui, le dollar est attaqué de toutes parts, mais non, le dollar n'est pas encore à la veille de perdre son hégémonie. On peut résumer ça comme ça? Absolument. Qu'est-ce que Mark Twain avait dit? Beaucoup de choses. Ils ont prématuré annoncé ma mort. Ils ont prématurément annoncé ma mort. Grand Mark Twain. OK, bon. Un petit mot rapide de la bourse. À ce qui paraît, il y a du nouveau. Il y a eu du nouveau. Il y a du nouveau parce qu'aujourd'hui, il y a eu, premièrement, le gouverneur de la Banque centrale américaine a déclaré que les États-Unis ne vont pas discontinuer l'acquisition des obligations sur le marché, ouvert sur le marché. Oui. Et pour ainsi préserver... Donnez-nous le chiffre. 135 milliards. 135 milliards de dollars par mois. Ouais. C'est ce que la Fed achète sur le marché tous les mois. Maintenant, ce qui est intéressant, hier, je vous ai apporté la graphique des taux d'intérêt, le graphique des taux d'intérêt. Ouais. Donc, ça, c'est le graphique de discount rate. Okay? Oui. Ce qui est le taux d'intérêt le plus important aux États-Unis. Hein? Donc, qui depuis 1960, on a vu, c'est passé de 2005 et 2080, nous avons vu 15. La dernière fois, on a parlé de M. Volcker. Oui, hein? Oui. Donc, les taux d'intérêt avaient atteint 15%. Et aujourd'hui, nous sommes en dessous des taux d'intérêt des années 1960. Ouais. Et c'est l'effet... C'est pratiquement à zéro. Là. Ouais, c'est l'effet de l'acquisition de ces achats massifs. Parce qu'en achetant les bons, ça met de la pression à la hausse sur les prix. Et lorsque les prix augmentent, les taux d'intérêt chutent. C'est la relation, c'est une relation inverse qui existe entre les taux d'intérêt et la valeur des obligations. Donc, il a annoncé aujourd'hui que ça va continuer. Maintenant, si ça continue, c'est favorable à la bourse. Parce que ce que ça permet aux gens, ça permet d'une part, ça plutôt encourage les gens de ne pas acheter les instruments financiers à taux d'intérêt fixe, mais de placer leur avoir à la bourse. Et il y a tellement de liquidités et c'est favorable à la bourse, que la bourse continue de grimper. Maintenant, aujourd'hui, le Dow Jones a grimpé près de 241 points. Hein? Donc, le Nasdaq a à peu près 133 points et le S&P 500 est à peu près 39,40. Et les titres du Dow Jones, par exemple, le Disney World a grimpé de $3,50, qui a une augmentation de 1,98% pour la journée.
Et il y a le Presque 2% Boeing, en un jour. ouais. Oh. Boeing, bon, que vous connaissez, qui est une entreprise qui manufacture les avions pour presque tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, a grimpé de $5. Donc, il est passé à la fermeture, c'était à $221. Donc, c'est une augmentation de $2,38, de 2,38% pour la journée. Donc voilà l'effet de la déclaration du gouverneur de la Banque centrale américaine. Une simple déclaration. Absolument, qui implique des actions aussi. Alors, évidemment, oui. Enfin, bon, eh bien, William, merci beaucoup. Merci de cet éclairage. On comprend encore un petit peu mieux maintenant tous ces mécanismes qui sont quand même très complexes. Bon, on essaie de les réduire et le mettre dans un langage. Progressivement, on va continuer sur cette voie. Merci William, bonne fin de journée, bon week-end. Merci à toi aussi, Serge. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'était William Savary, économiste et fondateur du Haiti Stock Exchange, qui nous tenait au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde contre le dollar. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.